Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre sur la DTV. Le débat de la rédaction met l'accent ce soir sur la situation en Gambie, mais nous parlerons également des conflits de génération au niveau de certains partis politiques. Mais d'abord, l'actualité qui est dominée par la Gambie. Vous le savez, le président Jammeh qui a tardé à quitter le pouvoir et qui, selon certaines sources, serait plutôt accepté de rejoindre la Gambie, mais la Guinée, mais avant cela, nous sommes avec sur ce plateau Monsieur Bamba Kane, qui est membre du Grand Parti. Bonsoir, Monsieur Kane. Bonsoir, madame, mademoiselle. Également, Monsieur Mansour Ndiaye, qui est le porte-parole du parti LDR Yessal. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonsoir. Monsieur Serigne Saliou Samb, qui est politologue, journaliste. Bonsoir, Monsieur Samb. Bonsoir et bonsoir à vos invités. Et enfin, Monsieur Moussa Assar, qui est le porte-parole de la LD. Bonsoir. Je le disais tantôt, le président Yaya Jammeh qui a tardé à quitter le pouvoir. Beaucoup ont souhaité qu'il le fasse en tout cas sans heurts. Il y a eu des négociations qui n'ont pas abouti. La CEDEAO qui a prolongé l'ultimatum jusqu'à 16 h ce soir. Jusqu'à présent, les négociations sont en train de se poursuivre. Mais un peu plus tôt, l'investiture du président Adama Barrow s'est faite au niveau de l'ambassade de la Gambie au Sénégal. Code Ndiaye a été sur place. Il y a eu une forte mobilisation des ressortissants gambiens au niveau de la cité Biagui. Nous suivons le reportage et nous revenons sur ce plateau. I will do right to all manner of people. Le président Adama Barrow a finalement prêté serment à l'ambassade de la Gambie au Sénégal. Un acte solennel qui libère tout un peuple, un serment accompli devant l'avocat gambien Shérif Tambédou. Selon lui, cet acte officiel marque la fin du régime de Yaya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans. Tout le peuple gambien attendait ce jour que la prestation de serment se fasse en paix. Et avant que tout président puisse exercer ses fonctions, il va falloir qu'il prête serment. Et celui qui est habilité pour le faire, ça peut être moi comme les autres. Mais la Constitution ne dit pas qu'il doit forcément être un juge ou autre. Farouche opposant de Yaya Jammeh, Cheikh Sidi Bayo salue le changement de régime survenu en Gambie. Il estime que Yaya Jammeh appartient maintenant au passé. Moi je pense que ce qui est important, aujourd'hui ce qui est important, c'est de reconnaître le président Adama Barrow. Le président Adama Barrow est le président légitime de la Gambie. Aujourd'hui, c'est lui qui va représenter le peuple gambien. Aujourd'hui, c'est lui qui va représenter les intérêts de la Gambie. Et aujourd'hui, c'est lui qui va échanger avec cette gouvernance mondiale. Ces Gambiens aimeraient tout de même voir cette manifestation se tenir en terre gambienne, mais les circonstances du moment en ont décidé autrement. Nous avons prêté serment ici au Sénégal, mais il faut savoir que c'est le territoire gambien. Et les circonstances nous ont obligés de le faire ici. Ça pouvait se faire en Gambie et ce serait beaucoup plus agréable. Mais finalement, c'est la volonté divine. Il est trop tôt pour se prononcer, mais Yaya Jammeh de toute façon n'existe déjà plus. On est en terre gambienne. L'ambassade de Gambie est un territoire sur le territoire sénégalais, c'est vrai, mais en dehors de cela, la Gambie reste une enclave du Sénégal, donc ça ne change rien au problème. Initialement prévu en Gambie, l'investiture du président Adama Barrow a finalement eu lieu à Dakar, en présence du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et du ministre en charge des Affaires étrangères. La communauté gambienne a répondu à l'appel du nouveau président Adama Barrow. Alors, Monsieur Bamba Kane, commençons par vous. Vous avez certainement suivi les derniers développements de la situation en Gambie. Le regard que vous portez sur ce qui se passe dans ce pays voisin. Merci Aram. Permettez-moi d'abord de saluer les téléspectateurs de DTV qui nous regardent et bien entendu de profiter de ce nouvel an pour souhaiter une bonne et heureuse année au peuple sénégalais. Souhaiter que cette année soit une année de paix, de prospérité, mais également de concorde dans les cœurs. Bien entendu, nous avons une pensée particulière pour le peuple gambien qui est un peuple frère. Je pense que ce qui s'est passé avec les élections en Gambie pose la problématique de la fragilité de notre démocratie. Je pense qu'on aurait pu nous épargner en fait tout ce temps qui a été perdu, toute cette énergie, le déploiement de militaires qu'il y a eu pour que finalement Yaya Jammeh puisse finalement entendre raison. J'espère juste que le dénouement va
vraiment, d'ici les 24 à 48 heures, on aura un dénouement total par rapport à ce problème. Et bien entendu, je souhaite, n'est-ce pas, au nouveau président élu Adama Barrow, n'est-ce pas, la chance de pouvoir reconstruire et rassembler, n'est-ce pas, autour de lui, de reconstruire le tissu social et psychologique même de ce peuple qui a connu 22 ans de dictature. Et je pense que de ce point de vue, les pays de la CEDEAO ont donné un signal très fort qui montre que de plus en plus les dictatures n'ont plus leur place en Afrique. Monsieur Ndiaye. Merci beaucoup Aram de m'avoir invité sur votre plateau. Je voudrais, à l'image de Bamba qui m'a précédé, donc souhaiter également mes meilleurs vœux aux Sénégalais. C'est mon premier débat depuis ce nouvel an. Je voudrais donc féliciter le président Adama Barrow, qui a été élu donc de façon démocratique et qui vient de prêter serment ici au Sénégal à l'ambassade de la Gambie. Le problème au niveau de la Gambie n'est rien d'autre que Yaya Jammeh. Il n'y a que Yaya Jammeh qui constitue le problème. Je voudrais à ce niveau saluer la posture responsable de notre pays, le Sénégal, et féliciter le président Macky Sall. Ce n'est pas parce que nous sommes des opposants que quand le président pose des actes salutaires que nous ne devons pas donc les saluer. Je vois que par rapport à ce problème, sur le plan diplomatique, le Sénégal a marqué beaucoup de points. Aucune erreur n'a été commise sur le plan diplomatique. Le droit international a été respecté du début à la fin. Et c'est ce qui nous a mené donc à ce niveau. La CEDEAO, les Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité, ont tous privilégié le dialogue, ont tous privilégié la paix, ont tous privilégié la stabilité donc, au niveau de la Gambie. Mon problème, c'est qu'au niveau de la constitution gambienne, les délais pour que le président sortant, Yaya Jammeh, quitte le pouvoir le 18 à minuit et que le président Barrow puisse prêter serment sont des délais trop étroits à mon niveau. On ne pouvait pas réaliser une opération militaire pour que la prestation de serment puisse se passer en terre gambienne. Donc trouver comme alternative l'ambassade, qui, quoi qu'on puisse dire, est un territoire gambien à l'intérieur du Sénégal, je ne trouve aucun problème à ce niveau. Je demande tout simplement aux gens de continuer à privilégier le dialogue pour faire partir Yaya Jammeh et installer Adama Barrow de façon paisible. Monsieur Sam, où se trouve Yaya Jammeh? Question piège, mais c'est pas question colle. En tout cas, selon les dernières informations, il se trouverait toujours encore en Gambie, à Banjul, mais quand même qu'il serait sur le point d'être embarqué à bord de l'avion du président guinéen pour rallier Conakry. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais j'ai envie d'applaudir d'une seule main. Je ne sais pas si je peux le faire. C'est vrai que le Sénégal, quand même, a plus ou moins bien géré la crise. Mais quand même, cette crise se dénoue presque avec une demi-victoire de Yaya Jammeh. Il avait juré que Adama Barrow ne prêterait pas serment à Banjul. Je crois qu'il a remporté cette bataille. Donc, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. J'ai envie de dire que quelque part, la victoire de la diplomatie sénégalaise, la victoire de la CEDEAO a été un peu maquillée par l'attitude du despote de Banjul. Pour moi, la question qu'on doit se poser actuellement est la suivante. Comment en est-on arrivé là et comment faire pour éviter ce genre de crise? Parce que malheureusement, en Afrique encore, il se pose la lancinante question de la dévolution du pouvoir. Le jour du lendemain pour les chefs d'État. Il y a beaucoup de chefs d'État qui s'accordent au pouvoir. Pourquoi? Parce que le lendemain est incertain pour eux. Aujourd'hui, je suis désolé de voir qu'on essaie d'aider la Gambie à entrer dans le club de la démocratie, mais via des menaces, c'est-à-dire les baïonnettes. C'est comme en Irak, toute proportion gardée. Un des responsables de l'administration Bush avait dit à Washington, écoutez, on veut instaurer la démocratie en Irak, mais on vient avec des avions, avec des bombes, avec des guerres. Or, la démocratie, c'est une affaire de pulsion et d'impulsion interne. Autrement dit, c'est le peuple gambien qui devait. Vous allez me dire qu'il a essayé, mais quelque part il a été brimé et réprimé. Mais quand même, je suis resté un peu sur ma faim. Je me félicite du départ du despote de Kanilaï, de l'investiture de Yaya Jammeh et de Barrow, et je pense qu'il va prendre fonction, mais c'est une victoire au goût amer. Monsieur Sarr, est-ce que vous partagez cette position? Avez-vous l'impression que la CEDEAO a à moitié réussi le pari qu'elle s'était fixé?
Pas du tout. Je ne suis pas du même avis que M. Salou Gakou, que je salue, Salou Samb, que je salue au passage, et les autres co-débatteurs, en saluant également vos téléspectateurs et en vous remerciant de cette invitation. Je voudrais, puisque nous commençons par une question d'actualité, féliciter les Lions de l'équipe nationale de football, qui ont quand même eu une belle victoire hier, leur souhaiter une bonne suite, mais leur demander quand même d'avoir un triomphe modeste pour qu'enfin le Sénégal puisse gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Cette coupe est à notre portée. Il faut que nos footballeurs continuent sur cette lancée-là et que nos prières continuent à les accompagner. Pour répondre concrètement à votre question, je disais que je ne suis pas de cet avis qui considère que la CEDEAO a échoué ou a presque réussi. Je pense que la CEDEAO est en train de jouer son rôle, de faire le job qui est le sien. Nous devons quand même analyser ce qui se passe en Gambie en mettant cette situation dans son contexte. La démocratie n'est pas ex nihilo, elle ne tombe pas du ciel. Les conquêtes démocratiques, on les gagne sur une longue durée. Le Sénégal est à sa deuxième alternance, mais pour qui suit l'actualité, et je sais que les co-débatteurs sont certains des acteurs, d'autres sont des observateurs avertis, le Sénégal est à sa deuxième alternance, mais pour qu'on arrive à ça, il a fallu de longues batailles. J'ai l'habitude de donner l'exemple. Pas plus tard qu'en 1988, au Sénégal, on votait sans identification de l'électeur. Il a fallu, au lendemain des élections frauduleuses de 1988, que les forces démocratiques occupent le terrain, luttent farouchement contre le pouvoir du PS à l'époque, pour que progressivement, nous arrivons à avoir une démocratie apaisée qui nous donne, je le répète, une deuxième alternance. De la même manière, le peuple gambien est au début de cette lutte. Et tous les hommes épris de démocratie, de justice et de progrès social doivent accompagner le peuple gambien. Ils ont eu la maturité, la patience de supporter le dictateur Yaya Jammeh pendant 22 ans, mais aux élections de 2016, tranquillement, comme de véritables démocrates, ils sont allés au scrutin, ils ont voté contre le dictateur. Et je pense que cet esprit-là qui a animé les Gambiens, nous devons le saluer, protéger ce début de la démocratie gambienne pour que cette démocratie arrive à une bonne maturité. Et je pense que Yaya Jammeh est en train de toute façon de quitter le pays. Il n'en a plus pour longtemps. Nous, au niveau de la Ligue démocratique, nous avons toujours soutenu la lutte des forces de progrès gambiens parce que nous avons des relations avec certains partis politiques. De façon générale, pour me résumer sur cette affaire-là, nous sommes contre la dictature. Celle-là a été incarnée en Gambie par Yaya Jammeh. Nous sommes pour la démocratie et nous avons de tout temps soutenu les forces de démocratie en Gambie. Et je pense qu'il faut tirer les leçons, et c'est par là que je termine. Aujourd'hui, c'est Yaya Jammeh. Demain, ça peut être un autre chef d'État africain. Mais ce que la CEDEAO est arrivée à faire en Gambie, la CEDEAO devra rester vigilante pour que plus jamais cela ne se passe sur le territoire africain. La CEDEAO qui a engagé l'option militaire, mais on a vu que quelque part, cela ne s'est pas matérialisé immédiatement. On a remarqué que malgré que le fait que le président Yaya Jammeh est arrivé à la fin de son mandat, on a l'impression qu'il tire encore les ficelles de derrière, puisque l'ultimatum qui a été donné ce matin, finalement on nous dit 16 heures et après les négociations semblent se poursuivre. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il est toujours derrière à tirer. Je pense, Aram, que c'est vraiment intelligent de la part de la CEDEAO. Parce que ça ne sert à rien immédiatement d'entamer une guerre ou un rapport de force. Parce qu'au-delà de Yaya Jammeh, il faut éviter des victimes innocentes. Tant que c'est possible d'éviter le recours de la violence sur le territoire gambien, il faut le faire. Je pense qu'une heure de plus, 2 heures, 3 heures de plus de négociations pour amener Yaya Jammeh à recouvrer ses esprits et à quitter paisiblement le territoire gambien, je pense que 2 heures, 3 heures de plus, pour moi, ça ne fait absolument rien. L'essentiel est qu'on arrive à une solution. Est-ce que Yaya Jammeh est en mesure de négocier? Oui, permettez-moi de répondre un peu sur la CEDEAO. Moi, je pense que dans cette affaire-là, si la CEDEAO n'a pas perdu toute sa crédibilité, je reviens et je reprécise qu'elle a perdu un peu de sa crédibilité. Parce que regardez, il a tergiversé. Mais une organisation sous-régionale de ce genre, qui est la première armée du continent, le Nigeria,
Mais on s'est contenté de gesticuler. Oui, on a envoyé un navire quelque part, on fixe un ultimatum. Je ne voulais pas couper, je ne voulais pas vous couper, mais la CEDEAO ne faut pas intervenir. La CEDEAO ne faut pas intervenir. Je ne peux pas. La CEDEAO ne peut pas intervenir sans la résolution de l'ONU et surtout sans la prestation de serment. C'est ça. Parce qu'il faut une base légale pour intervenir. Laissez-le poursuivre. C'est pourquoi j'ai parlé des Mais délais. sur le plan des démarches et des actes qui ont été posés, reconnaissez avec moi quand même que l'organisation sous-régionale a tergiversé, a hésité, en disant oui, un ultimatum à midi, un ultimatum à 16 h. Quand même, ce n'est pas crédible. Qui plus est, mais l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO ont reconnu leur échec. C'est pourquoi quelqu'un qui s'appelle Mohamed Abdou Aziz de la Mauritanie, qui n'est pas de la CEDEAO, est venu sauver la barque. Et certains observateurs disent même qu'aujourd'hui, c'est parce que la CEDEAO a échoué qu'une personnalité extra-CEDEAO a constaté l'échec. Et c'est lui en réalité qui peut aujourd'hui revendiquer la victoire et se sortir de crise. Donc moi je n'ai rien contre la CEDEAO. Quelle était la mission de la CEDEAO? Elle a fait quelque chose, mais quand même il faut reconnaître quand même. Quelle était la mission de la CEDEAO? C'était quand même de sauver la démocratie, entre guillemets. Ah oui, on est dans ça. Mais quand même en perdant un peu de sa crédibilité. Monsieur Khan, oui. Oui, ben écoutez, moi je pense que la CEDEAO n'a pas échoué. C'est pas mon point de vue, parce qu'il faut savoir qu'entre la proclamation des résultats et le président qui doit prêter serment, il y a un délai. Ce délai devrait être respecté. Et je pense que tout à l'heure, M. Sarr l'a dit tout à l'heure, il fallait quand même partir sur des bases légales. Et hier, on a entendu le discours d'Adama Barrow qui s'est comporté comme un président de la République. C'est-à-dire, à partir du moment où il a prêté serment, de fait, il devient président de la République. Parce que ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, Mansour l'a dit, il a dit qu'il y a un délai très court entre le moment où il a prêté serment et le moment où, effectivement, l'armée de la CEDEAO devait entrer en Gambie. Mais moi, je trouve aussi que le délai est long entre le moment où les élections sont terminées et le moment où le président doit quitter le pouvoir. Moi, c'est mon point. Voilà. C'est la constitution gambienne et c'est ça qui a donné du temps à Yaya Jammeh, parce que je pense que dans les premières heures, il était dans les dispositions de quitter le pouvoir. Et je pense que si le délai était court, il n'aurait pas eu le temps peut-être d'être influencé par son entourage. Parce que dans l'histoire aussi, Yaya peut-être a fait preuve dans un premier temps de bonne foi ou de bonne volonté en se déclarant vaincu et en félicitant le vainqueur. Est-ce que ce n'est pas parce que le président Barrow a fait une sortie et qu'au début, on avait l'impression qu'il était prêt à laisser le président Jammeh être dans le pays sans être inquiété. Mais plus tard après, on a entendu un président Barrow qui dit non, j'ai jamais dit cela, le président Jammeh sera poursuivi. Peut-être que c'est ce changement de disque qui a fait que le président Jammeh ait changé sa posture. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est vrai que ça, c'est des erreurs de communication. Mais en même temps, ça ne suffit pas tout, parce qu'en réalité, Yaya Jammeh, n'importe comment, devra répondre de ses actes. Il ne peut pas avoir été là pendant 22 ans et commis énormément d'exactions, énormément de meurtres et voilà, et puis s'en tirer comme ça à bon compte. Je pense que c'est vrai que dans un souci de communication et puis de stratégie politique, Adama Barrow devrait attendre quand même de prêter serment et de prendre les rênes du pouvoir pour en fait dérouler sa stratégie, c'est vrai. Mais en même temps, je pense que c'est pas. Moi, je lui reproche pas. J'ai entendu plein de gens lui reprocher d'avoir fait ce genre de déclaration, mais en même temps, c'est la réalité. Aujourd'hui, le président gambien va quitter la Gambie pour aller dans un autre pays, mais est-ce que cela va le dédouaner de toutes les exactions qu'il a eu à commettre dans le territoire gambien, au niveau du peuple gambien? Je ne le pense pas, et je pense que même ce n'est pas souhaitable. Je pense que désormais, toutes les personnes qui sont au pouvoir, tous les hommes de pouvoir, devraient avoir à l'esprit que ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, et qui certainement, je le souhaite en tout cas, arrivera à Yaya Jammeh, peut arriver à n'importe qui. Et cela peut constituer un frein, une sorte de rétrocontrôle pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi quand ils sont au pouvoir. Monsieur Ndiaye. Alors moi, sur ce point, je pense que je ne suis pas d'avis que c'est la déclaration d'Adama Barrow qui a amené le président Yaya Jammeh. Je ne suis pas en train d'affirmer encore une fois. À se braquer. Moi, je pense que c'est plus les déclarations faites par les ONG, la société civile, qui demandaient à ce que le président Jammeh soit poursuivi, qui ont cité un certain nombre de crimes commis par le président Jammeh, qui ont amené le président Jammeh à changer de posture. Nous ne devons pas oublier que le président Jammeh, c'est un dictateur qui a été au pouvoir pendant 22 ans, qui a la Gambie en main, l'économie, tout. Ce genre de dictateurs, de despotes, il faut les accompagner.
le plus difficile a été fait. C'est de réussir l'alternance à travers les urnes. Maintenant, cette phase de transition qui consistait à transmettre le pouvoir à Adama Barrow devait être accompagnée. Mais moi, j'ai constaté un manque de patience, une précipitation dans la démarche de certaines organisations de la société civile à vouloir coûte que coûte demander des poursuites contre Yaya Jammeh. Lui aussi, il avait peur pour sa sécurité. Est-ce que ce n'était pas une demande sociale aussi? Une demande sociale, oui, mais au moment opportun. Il faut être quand même intelligent, avoir une démarche stratégique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été 22 ans au pouvoir. Et c'était un dictateur, il fallait l'accompagner en douceur. Il fallait le mettre à l'aise. Il fallait le mettre en confiance. D'autant plus que lui, il avait déjà reconnu sa défaite. Mais rappelez-vous les déclarations de la société civile, tout juste après que Yaya Jammeh ait reconnu sa défaite. C'était des déclarations tout azimut, comme si ces organisations faisaient donc une bataille de positionnement pour montrer qu'ils sont les avocats du peuple. Moi, je pense que c'est cette situation-là qu'il faudra éviter pour que de pareilles situations ne se reproduisent plus dans Monsieur Samb, Yaya Jammeh qui n'a jamais reconnu la CEDEAO, à un moment donné, il nous a parlé d'ingérence. Est-ce que cette organisation-là était en mesure de pouvoir décider du sort d'un peuple qui vient d'élire un nouveau président? Vous avez la CEDEAO, je reviens pour dire qu'elle a des objectifs en tout cas nobles. C'est une organisation sous-régionale qui aspire même à avoir une monnaie unique en 2020, même si Macky Sall n'en veut pas. Bon, peut-être on va y revenir. Mais moi je pense que dès le début, j'ai dit et je redis quand même que la CEDEAO ne pouvait pas quand même changer la situation. Pourquoi? Parce que l'expérience dans la sous-région nous a montré que les chefs d'État, beaucoup de chefs d'État, en tout cas, ont tout fait pour répatrier la Constitution, pour rester au pouvoir, et ont été appuyés par les syndicats des chefs d'État. Parce que comme dans cette affaire-là, mais nous ne voilons pas la face. S'il y a des présidents comme Macky Sall qui souhaitent le départ de Yaya Jammeh, mais il y a d'autres chefs d'État de la sous-région, mais qui souhaitent que Jammeh reste. Parce que ce ne sont pas des démocrates. Mais effectivement, Alpha Condé en fait partie, on peut le citer. Mais même le Togo, s'il dit qu'il est entre guillemets dans la coalition là, mais tout le monde sait que le président togolais est un président dynastique. Mais il y a beaucoup d'autres chefs d'État qui peut-être avancent masqués. Parce que c'est une jurisprudence pour relativiser un peu encore l'intervention de la CEDEAO. Là où je me réjouis un peu, c'est qu'à la différence de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il n'y a pas des soldats français qui ont débarqué. Oui. Je suis sûr que les nationalistes comme les gars là, s'ils avaient vu des troupes françaises débarquer, ils auraient tout de suite crié à l'invasion ou à l'occupation. Mais quand même, quoi qu'on dise, cette affaire a été gérée de bout en bout par des Africains, par la CEDEAO. Quand bien même j'ai fait partie des gens qui relativisent en disant que l'organisation a quelque part tergiversé, mieux c'est parce qu'à un moment donné, on a senti que la machine était grippée, bloquée, quand même qu'une personnalité, et ça sont les faits, et les faits sont têtus. Abdou Aziz de la Mauritanie, quand même, est venu donner un coup de pouce à la CEDEAO. Ça, on ne peut pas le nier. Mais tout compte fait, je pense que mieux vaut tard que jamais. Quelque part, on a eu une prestation de serment dans ce qu'on appelle en langage diplomatique une exterritorialité. C'est vrai qu'il y a eu de la précipitation, je le reconnais. Mais quand même, on ne pouvait pas, après 22 ans de dictature, quand même, ne pas faire de la sorte. Autrement dit, si on avait dit que Yaya Jammeh, il quitte le pouvoir, on lui donne un exil doré, mais ce serait un précédent dangereux. Il fallait quand même lui montrer qu'il est dans ce qu'on appelle la reddition des comptes. Il faut même qu'il s'explique. Parce que si on ne l'avait pas fait, moi je pense que beaucoup de chefs d'État auraient commis les mêmes erreurs. Je ne referai pas l'histoire pour dire que oui, c'est parce qu'Adama Barrow a mal communiqué que Yaya Jammeh s'est braqué. Non, même si l'équipe, le staff de communication de Barrow a péché quelque part, ça ne justifie pas quand même ce que Jammeh en fait. Pour terminer sur cette affaire-là, je pense, et je reconnais humblement, comme il a dit tout à l'heure, quand même, dans cette affaire, c'est vrai que je ne suis pas très d'accord avec la CEDEAO, mais comme l'État du Sénégal, quelque part, pour une fois, ce n'est pas tous les jours, a été responsable. Parce que Macky Sall, le président de la République, Mankeur Ndiaye, quand même, de bout en bout, quand même, on peut gérer. Dans une école où j'ai donné des cours de communication, j'ai dit, à la différence de certains Abdoulaye Wade, que nous tous nous aimons beaucoup, il aurait même fait des déclarations incendiaires, ou il aurait même peut-être se proposé pour conduire les troupes en Gambie et les loger. C'est une façon de caricaturer, mais quand même, dans cette affaire, il faut reconnaître l'État quand même a quelque peu réussi quand même à Avant de dépasser le point,
il ne faudrait pas que l'intervention d'Abdelaziz soit assimilée à un échec de la CEDEAO. Pourquoi il est intervenu donc? Non, il est intervenu. Vous savez, quand il y a médiation, on ne peut négocier qu'avec quelqu'un à qui on a confiance. Tout le monde sait les relations amicales qui existent. Les relations amicales qui existent entre Yaya Jammeh et Abdelaziz. Moi, je voulais dire un mot sur ça. Je crois quand même sur cette affaire-là. D'abord, je crois que nous sommes tous d'accord ici pour nous féliciter de l'action du gouvernement du Sénégal, du président de la République. Ce n'est pas pour une fois. Un peu avant, je crois que le gouvernement du Sénégal, dans sa diplomatie, a réussi quand même à faire voter une très bonne résolution à l'ONU contre Israël. Et tous les démocrates, tous les Sénégalais ont eu quand même à se féliciter de cette attitude de la diplomatie sénégalaise. Une deuxième fois, d'accord. On peut citer d'autres exemples. Je crois quand même aujourd'hui, la diplomatie sénégalaise, reconnaissons-le, est en train de faire des résultats. Deuxièmement, sur la CEDEAO, ce n'est pas le Mauritanien, le président mauritanien n'est pas le premier à intervenir. Les premières médiations ont été conduites par des chefs d'État de la CEDEAO. Non, je crois il faut relativiser l'échec. Il faut relativiser. Moi, je pense la CEDEAO ne peut pas faire le job à la place des Gambiens. La CEDEAO était là pour accompagner le peuple gambien. La CEDEAO ne pouvait pas intervenir immédiatement sans avoir une base légale. Tout à fait. Il a fallu attendre la prestation de serment du nouveau président. Je crois que ça s'est passé hier. Deux choses. Je crois que dire qu'il y a eu une mauvaise communication de Barrow ou de son équipe qui justifierait le revirement de Yaya Jammeh, je crois quand même ce n'est pas un bon argument. Dire également, j'ai entendu des commentaires là-dessus, dire également qu'il faut accompagner les dictateurs, leur donner un exil doré, je crois que ça n'a pas de sens. Ça aurait été un président dangereux. La démocratie, nous devons la jouer pleinement en Afrique. Yaya Jammeh n'est pas un démocrate. Il n'y a rien à faire avec lui. Il a perdu les élections, il a reconnu sa défaite, une semaine après, il revient là-dessus. Je pense que le peuple gambien devrait même se soulever pour demander son départ. Et ce peuple-là, nécessairement, aurait eu le soutien des Sénégalais et de la CEDEAO. Parce que le délai, mais prenez le cas des États-Unis, où un président élu a prêté serment aujourd'hui. La transition dure 2 mois. Au Sénégal, quelle que soit la durée entre les résultats du deuxième tour et la proclamation du vainqueur, au Sénégal, comme je le disais tantôt, on est à notre deuxième alternance. Il faut que les Africains choisissent la démocratie. Il faut qu'on arrive dans tous les pays africains à faire respecter les chefs d'État le principe de 2 mandats. Je crois que si on arrive à ça, comme souligné tout à l'heure, M. Samb, il y a d'autres qui sont dans la même situation. Je termine par une chose, Aram, si vous permettez. Le Sénégal, nous nous félicitons de son action. Mais il va falloir qu'après, que le Sénégal tire les leçons pour établir des relations de bon voisinage entre le Sénégal et la Gambie. Est-ce que cela n'a pas encore commencé puisque nos deux présidents il faudrait que Macky Sall et Adama Barrow tirent les leçons pour qu'il y ait une stabilité, une paix entre nos deux pays. Je crois que la paix, la stabilité et la sécurité en Gambie, c'est également la paix, la sécurité et la stabilité au Sénégal. Nous sommes 2 États, mais nous sommes un même peuple. Et à toute chose, malheur est bon. Il faut que tout le monde tire les leçons et que nous avancions vers la voie de la démocratie et du développement sur nos deux pays. Si vous permettez, ce matin, j'ai suivi avec intérêt une analyse pertinente de mon confrère Mamadou Brekan sur Futur Média. Je ne le recopie pas, mais je m'inspire parce qu'il faut être modeste. Quand une idée est bonne, moi je n'hésite pas à la reprendre. Je me pose des questions sur l'avenir des relations entre le Sénégal et la Gambie. Oui. Sur un point, sur le point de la souveraineté. Parce que quand même, disons la vérité, il y a des nationalistes gambiens dont aujourd'hui le patriotisme est à brûle pour point, si je peux m'exprimer ici. Il y a une certaine frustration parce qu'ils ont vu leur président, entre guillemets, en exil et qui a prêté serment ailleurs. Or, les nationalistes, je parle à des hommes de gauche qui sont à mes côtés, n'aiment pas ce genre de situation-là. C'est les circonstances. Je sais bien que ce sont les circonstances, mais je dis que c'est une idée qu'il ne faut pas exclure. Il a développé une idée. N'excluons pas demain que des nationalistes, parce que aussi, n'oublions pas que près d'1 tiers des Gambiens a voté pour lui.
Donc il y a des gens aujourd'hui, malgré tout ce qu'on lui reproche, qui sont encore avec lui. Et qui sont prêts à entendre un discours qui leur dit, regardez le Sénégal, l'envahisseur. Regardez un président qui a précédé... Vous voulez envisager le retour de Yaya Jammeh? Non, attendez, c'est-à-dire... Je ne relativise pas parce que je dis que les nationalistes vont toujours voir d'un très mauvais œil un président qui prête serment ailleurs. Ça, on peut le nier, on peut ne pas le nier, mais c'est la vérité. Moi, j'ai entendu Maudit Brakan ce matin, je termine par ça, je réponds juste. J'ai écouté Maudit Brakan sur ça, mais à la différence avec ce qui s'est passé quand le Sénégal est intervenu en Gambie à l'occasion du coup d'État de Koukou Samba Sagna, cette fois-ci, ce n'est pas les militaires sénégalais qui sont intervenus, c'est la CEDEAO. Donc les Gambiens ne sont pas en train de voir les Sénégalais comme des envahisseurs. C'est pas la même chose. Oui, monsieur Ndiaye. Moi, je ne suis pas d'accord avec Moussa quand il parle des relations entre les deux peuples. Le peuple gambien et le peuple sénégalais, il n'y a pas de problème entre les deux peuples. Le problème entre la Gambie et le Sénégal, c'était Yaya Jammeh. C'était Yaya Jammeh. Il n'y a pas de problème entre les peuples. Maintenant, non, je ne le pense pas. Maintenant, je reste toujours sur ma position par rapport à la victoire de la CEDEAO. Pour moi, la réussite d'Abdel Aziz, c'est moins sa personne que le contexte. C'est le contexte avec l'intervention militaire, pression sur Yaya Jammeh. Les forces de la CEDEAO étaient à l'intérieur, mais c'est Yaya qui a sollicité. C'est Yaya qui a sollicité. Laissez-moi terminer. C'est Yaya qui a sollicité à ce qu'Alpha Condé intervienne. Il savait que les troupes allaient monter et intervenir. C'est Yaya qui a demandé l'intervention. La CEDEAO n'a pas tergiversé, mais la CEDEAO a privilégié le dialogue. La CEDEAO a privilégié la paix. Mais regardez le spectacle désolant qui se passe dans nos frontières. Regardez le spectacle désolant qui se passe dans nos frontières. Mais s'il y avait l'intervention militaire, ça allait être plus grave. C'est des milliers de personnes qui arrivent chaque jour. C'est des enfants, c'est des femmes enceintes, parfois même qui accouchent dans la rue. Tout à fait. Moi, je trouve l'attitude de la CEDEAO, de l'État du Sénégal et des Nations Unies vraiment responsable. Et pour moi, c'est le moment de les féliciter. C'est ça ma position sur cette affaire. Oui, ben écoutez, moi je vais en fait reprendre mon argumentaire de tout à l'heure. Salut, moi je pense que le président mauritanien et le président guinéen ont sauvé la peau de Yaya Jammeh. Ils n'ont pas sauvé la peau de la CEDEAO. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais ils sont partis pour aider la CEDEAO à pouvoir... Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas... J'ai l'impression que vous n'avez pas bien suivi l'actualité. On a vu des forces de la CEDEAO qui ont envahi la Gambie, qui étaient... Mais Yaya Jammeh il n'avait même plus de militaires autour de lui. On a vu même le général qui était le plus proche de Yaya Jammeh qui a fait défection. Donc autour de lui, il n'y avait plus personne. Donc moi, je pense que le président mauritanien et le président guinéen ont sauvé la peau de Yaya Jammeh, mais c'était une affaire d'heures, une affaire à la limite même de minutes. C'est-à-dire que les gens allaient cueillir facilement Yaya et puis le tour était joué. Donc je pense que de ce point de vue, la CEDEAO, du point de vue de sa force de dissuasion, a quand même connu un succès, ça il faut le reconnaître. Maintenant, l'histoire de la Gambie doit nous faire tirer des leçons. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, en RDC, il y a Kabila qui s'est accroché au pouvoir sans aucune forme de dissuasion de la part de la communauté internationale. Au Burundi, il y a Nkurunziza. Au Congo-Brazza, on a vu comment Sassou a fait un coup de force. Au Togo, bon, on l'a dit tout à l'heure, le Togo, bon, moi j'étais gêné de voir des soldats togolais dans cette coalition. Parce que le Togo est loin d'être un exemple de démocratie. Donc finalement, tout cela pose le problème des leaders africains qui doivent avoir un peu plus de respect pour leur peuple et accepter de partir quand ce peuple-là a décidé. Alors, est-ce qu'il sera facile aujourd'hui pour le président Barrow de pouvoir gérer ce pays avec une armée qui a longtemps été à la solde du président Jammeh? Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ça toute la difficulté. La difficulté du président Barrow sera de reconstruire ce pays autour d'autres bases. Des bases qui sont moins ethniques, moins ethnicistes. Je pense que pendant 22 ans, bon, en tout cas d'après ce que j'ai compris, Yaya s'est quand même
créé un cercle autour de lui constitué essentiellement des gens de son clan. Si Adama Barrow arrive, n'est-ce pas, à disloquer cette dynamique-là, à fédérer autour de sa personne, et ça avec l'aide et l'appui des pays comme le Sénégal, je pense qu'il peut y arriver. Je ne pense pas que le peuple gambien soit un peuple disons, anti-sénégalais. Non, je ne le crois pas. Je pense que Yaya a joué sur cette fibre-là pour se maintenir au pouvoir, et je pense que Barrow va nous donner un autre ton. En tout cas, c'est mon espoir. J'ai envie de vous dire que le pouvoir rend fou. Oui. Personne ne sait ce qui va se passer. Ce qui va se passer quand Barrow sera assis confortablement sur son fauteuil. Vous avez tellement... Je vais confirmer cela parce qu'on a vu qu'effectivement, moi j'étais très jeune à l'époque, avec l'histoire de Kokoï Samba Sagna qui avait envahi la Gambie. C'est l'armée sénégalaise qui est descendue pour sauver le régime de Daouda Kairaba Diawara, qui quelques années après, a disloqué la Sénégambie. C'était quand même sa façon de nous remercier. Bon, on espère que Adama Barrow ne fera pas le pouvoir rend fou. Le pouvoir absolu. Mais oui, je crois, ça, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Moi aussi. C'est-à-dire que, c'est vrai, Montesquieu a raison, tout pouvoir a tendance à être abusif. C'est pourquoi il le dit lui-même, Montesquieu, il faut organiser les choses de telle sorte que le pouvoir arrête le pouvoir. Absolument. Il faut, vous avez raison, accompagner le peuple gambien, le soutenir dans cette épreuve. Le peuple gambien, les forces vives de la Gambie, vont constituer un contre-pouvoir. Si jamais Adama Barrow a tendance à dévier de la trajectoire, les Gambiens, les patriotes gambiens seront debout. Au Sénégal, on a tenté avec Abdoulaye Wade. C'est les forces vives, c'est les Sénégalais de tous bords, au-delà des partis politiques qui ont élu Abdoulaye Wade en 2000. Mais quand il s'est agi à un moment de sa part de dévier et de vouloir imposer une monarchie dans ce pays-là, les forces vives, les démocrates de ce pays-là se sont levés et ont dit à Abdoulaye Wade non. Donc, s'il est vrai que le pouvoir... Je ne sais pas, on y reviendra. Laissez-le terminer d'abord. La démocratie. Ici, au Sénégal, il faut féliciter Abdoulaye Wade. Il a beaucoup travaillé à approfondir la démocratie. S'il vous plaît, poursuivez. S'il vous plaît, je termine. Je crois que féliciter Abdoulaye Wade sur l'approfondissement de la démocratie au Sénégal. Moi, militant et responsable de la Ligue démocratique, j'ai vécu des moments où nous avons organisé des marches et des meetings avec Abdoulaye Wade. Si la démocratie arrivait à ce niveau, on ne peut pas faire l'histoire de la démocratie au Sénégal sans les forces de gauche, dont la Ligue démocratique. C'est nous qui étions avec Abdoulaye Wade. Oui, je n'ai pas exclu. Je n'ai pas exclu. Mais avec Abdoulaye Wade, nous en revenons à notre sujet. Nous parlons de la Gambie. S'il vous plaît. C'est seulement pour dire, je ne l'exclus pas. Mais je dis qu'il a joué la démocratie, c'est battu pour la démocratie. Mais quand à un moment, il a voulu faire dévier la démocratie, on l'a vécu en 2011. C'est lui qui a voulu instaurer la monarchie. Mais les forces démocratiques de ce pays se sont tenues debout et on dit à Abdoulaye Wade non. De la même manière, si demain Adama Barrow a tendance à dévier, c'est les patriotes gambiens qui se mettront debout et qui lui diront non. Donc jouons la carte de la démocratie, faisons confiance au peuple, faisons confiance aux patriotes, ils vont jouer le rôle de contre-pouvoir pour empêcher à tout pouvoir d'être abusif. Je crois que c'est ça la leçon qu'il faut tirer. Je voudrais juste dire, on ne peut pas comparer quand même Abdoulaye Wade, Adama Barrow et Yaya Jammeh. C'est pas dans le même registre. Abdoulaye Wade, quand on l'a déçu en 2012, mais c'est un démocrate. Monsieur Ndiaye, nous ne parlons pas de Wade, ce n'est pas le sujet du soir. S'il vous plaît, il faut qu'on s'entende. On ne parle pas de Wade. Nous sommes en train de parler de la Gambie. Maintenant, vous avez évacué le sujet de Barrow. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le cas Jammeh. Quel est le sort qui lui sera réservé? Moi, je réponds immédiatement. Yaya Jammeh est tout dictateur. Tout à l'heure, il a raison en parlant de la nécessité de rendre compte. Il doit rendre compte. Absolument. Ça sera tellement facile d'avoir tué des centaines de Gambiens, d'avoir dilapidé les ressources de ce pays et d'avoir un exil doré. Que ça soit Yaya Jammeh ou tout autre président, nous, en tout cas au niveau de la Ligue démocratique, nous sommes pour la reddition des comptes. Il doit rendre gorge, il doit rendre compte. S'il doit aller en prison, il doit aller en prison. S'il doit aller à la CPI, il doit aller à la CPI. Parce qu'il y a Jammeh, son cas doit servir d'exemple pour tout autre président de la République. Parce que tu es président pour un temps, tu dois être là, féliciter le peuple qui t'accompagne, qui te fait confiance. On élit des présidents
pour satisfaire les aspirations économiques et sociales de nos peuples. On ne lit pas des présidents pour qu'ils se transforment en dictateurs qui dilapident nos mêmes ressources. Donc que ça soit Yaya Jammeh aujourd'hui ou demain on note, nous sommes pour la reddition des comptes. Il devra, quoi qu'il advienne, rendre compte. Un président qui peut-être peut rejoindre la Guinée, est-ce que ce sera facile de le poursuivre? Ben écoutez, moi je pense qu'il existe des dispositions ou des dispositifs réglementaires sur le plan international qui devraient faciliter cela. Bon, la Guinée ne peut pas servir de, je veux dire, de retraite dorée à Yaya Jammeh. Moi je partage parfaitement le point de vue de M. Sarr. Yaya Jammeh ne peut pas s'en tirer à bon compte comme ça. Il ne peut pas avoir été là pendant 22 ans, avoir commis toutes les exactions qu'il a commises, avoir tué autant de Gambiens et puis voilà, se retrancher paisiblement en territoire guinéen. Je pense que même, en tout cas, j'espère que le président Condé ne lui a pas fait cette promesse-là, parce que c'est une promesse qui ne sera pas tenue. De mon point de vue, je le pense, et toutes les personnes éprises de liberté et de démocratie certainement le pensent, Yaya Jammeh effectivement doit rendre des comptes. Alors, M. Samb, le président Barrow et son homologue Macky Sall qui ont pris ensemble ce vendredi, comment cela peut être interprété? Est-ce que cela peut être vu comme un bon début pour raffermir les liens entre les deux peuples? C'est un bon début, c'est un bon signe, mais permettez-moi de dire un mot sur le sort de Yaya Jammeh. Je ne répondrai pas à des questions par des questions, parce que les journalistes n'aiment pas ça, mais quand même, je pose des interrogations. Parce que Yaya Jammeh chez Alpha Condé, c'est presque la Gambie, oui. C'est trop proche. Tout à fait. Et connaissant l'homme, c'est un agitateur qui pourra commencer à tirer les ficelles pour animer une rébellion. Yaya Jammeh chez Abdou Aziz, la Mauritanie, c'est hors CEDEAO, mais c'est encore compliqué. Yaya Jammeh au Sénégal, le Sénégal a suffisamment de problèmes. Parce que Amadou Dioumane était là, Hissène Habré était là, donc vraiment ça pose problème. Au Qatar ou en Arabie Saoudite. Mais, M. Sarr, moi je ne souhaite pas que Yaya Jammeh soit traduit devant la CPI. Pourquoi? Parce que la CPI, c'est une justice où il y a malheureusement une seule couleur, c'est la couleur noire. Donc vraiment, moi la CPI, je mets de côté. Pour revenir aux gestes posés par le président Macky Sall, moi je pense que c'est une bonne chose, hein, quand même, qu'il aille prier avec lui auprès de nos amis de la mosquée omarienne, pour qui connaît la symbolique de la mosquée, pour qui connaît ce que les Toucouleurs ou bien les Alpolars ont fait pour l'histoire du Sénégal. Je crois que c'est une façon de les mettre quand même au diapason, parce que d'abord, comme vous l'avez dit, entre le Sénégal et la Gambie, je crois que ce sont les mêmes peuples, les mêmes populations, les mêmes religions, qu'on soit chrétien ou musulman. Moi je pense que c'est une bonne chose, c'est aussi un geste de communication. J'ai un petit ticket quand j'ai entendu ça sur le plan de la sécurité, mais je pense que quand même on a pris toutes les dispositions, parce que je ne souhaite pas quand même que quelque chose lui arrive au Sénégal, ce serait un échec mémorable, mais quand même je crois que c'est un bon signal pour quand même nos deux pays. Le président Jammeh et plutôt le président Barrow et le président sénégalais qui prient ensemble. Bon, c'est salutaire. C'est salutaire. Je pense que comme nous l'avons dit, il appartient au président Macky Sall de tirer les enseignements de ce qui vient de se passer en Gambie et de prendre les devants pour que ce que nous avons vécu avec Yaya Jammeh, que ça ne se reproduise pas avec Barrow. Et je pense qu'il est en train donc de bien donc mener les choses. Mais je voudrais quand même réagir par rapport à Yaya Jammeh qui est en Guinée. Je ne pense pas que cela puisse empêcher à la Gambie et à la communauté internationale ou bien à la CEDEAO de poursuivre Yaya Jammeh. Lui-même, il l'a compris. Quand on lui a proposé l'asile au Nigeria, quand on lui a proposé l'asile en Gambie, il a refusé pour réclamer une amnistie. Il sait qu'il n'y a que l'amnistie qui peut empêcher la poursuite de Yaya Jammeh. Aujourd'hui, si l'asile pouvait sauver quelqu'un, le dictateur tchadien, comment il s'appelle encore, Hissène Habré ne serait pas en prison. Il a été combien d'années au Sénégal? Depuis 1990. Abdou Diouf lui avait offert donc l'asile politique. Ça ne l'a pas sauvé. Donc moi je pense qu'aujourd'hui Yaya Jammeh doit rendre compte. Ne serait-ce que pour l'exemple. Pour que les jeunes générations appelées à diriger leur peuple ne puissent pas imiter des dictateurs comme Yaya Jammeh. Alors j'aimerais souligner un dernier point avant qu'on aborde l'autre sujet. Le président sénégalais qui a coiffé tout ce qui se passe, on va dire, qui a été derrière pour accompagner le président Barrow et tout. Est-ce que quelque part à l'avenir ça peut faciliter les choses entre le Sénégal et la Gambie si on parle du conflit casamançais? Moi je pense que ça peut faciliter et je pense que le président Macky Sall n'a pas commencé à vouloir avoir
des relations de bon voisinage avec la Gambie. Il n'a pas commencé avec Barrow. Vous vous souvenez, dès qu'il a été installé, sa première visite, il l'a réservée à Yahya Jammeh. C'est que Yahya Jammeh n'a pas rendu la pièce de la monnaie, comme on dit. Mais le premier voyage de Macky Sall à l'extérieur, je le rappelle, c'était en Gambie. Alors je pense que le président Macky Sall, le peuple sénégalais, nous avons tous accompagné le processus démocratique en Gambie qui est en train d'aboutir. Nous devons cultiver des relations de bon voisinage parce que nous sommes, encore une fois de plus, deux États différents, mais nous sommes un même peuple, une même histoire, une même culture, une même civilisation. Je pense que le peuple gambien, le peuple sénégalais, on ne doit pas les diviser. Mais l'État du Sénégal a la responsabilité de faire de telle sorte que demain, nous ne puissions plus dépendre du territoire gambien en termes de transport et de développement économique. C'est la raison pour laquelle il est devenu urgent de régler le problème de la voie de contournement. Parce que nous avons vécu des difficultés avec Yahya Jammeh, mais ce n'est pas parce qu'Adama Barrow est élu au terme d'une élection que nous devons lui donner un chèque en blanc. Je rappelle que Hitler en Allemagne a été également élu à l'issue d'une élection démocratique. On a vu ce que Hitler a fait de son pouvoir. On a vu des démocrates être totalement transformés par le pouvoir, être corrompus et devenir des dictateurs. Donc ce n'est pas parce qu'Adama Barrow aujourd'hui a été élu que nous devons, les yeux fermés, lui donner un chèque en blanc. Nous devons surveiller nos arrières, nous devons avoir une voie de contournement pour que le Sénégal puisse, évidemment, pour que les Sénégalais puissent voyager à l'intérieur du pays sans nécessairement passer par le territoire gambien. Alors, M. Samb, est-ce que vous pensez que le président Barrow sera toujours redevable au président Macky Sall? Je le crains, malheureusement. Parce que quoi qu'on dise, et ça, le président Macky Sall, je me suis un peu amusé quand je l'ai entendu sur RFI, je crois que sur une radio étrangère, dire oui, les troupes sénégalaises ne sont pas présentes en Gambie. Même si elle était présente, il ne l'aurait jamais affirmé. Il peut l'affirmer, hein, l'affirmer de façon ouverte comme ça. Hein. Donc dès le début, on a assuré sa sécurité. Parce que si on ne l'avait pas fait, mais on a affaire avec Yahya Jammeh, il l'aurait liquidé. Et je crois que sur ce plan aussi, l'État a bien fait. Même si officiellement on dit qu'on n'est pas là. Je comprends les langages, les artifices de la diplomatie. Oui. Donc on a protégé ça. On l'a protégé sur son territoire, on l'a exfiltré, on l'a aidé à prêter serment. Et je crois que peut-être M. Sarr a plus d'informations que moi sur ce plan. Je crois qu'il a été entouré par des experts, des gens en tout cas qui comprennent bien parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça, pour non seulement prêter serment, les termes juridiques, tout ça, je crois que... Donc il y a des experts sénégalais et gambiens qui l'entourent sur les actes, parce que maintenant il est président de la République, sur ce qu'il fait, ce qu'il signe, tout ça, je crois que le Sénégal est derrière. Hein. Et quand même quoi qu'on dise, il sera redevable de quelque chose au peuple sénégalais et à son président. Mais quand même, de là à croire qu'il va, comme l'a dit M. Sarr, accepter tout ce que nous souhaitons, nous dérouler un peu le tapis rouge, là aussi il faut être très prudent. D'accord. Alors, nous attaquons le second point de ce débat. Nous allons parler de la succession de certains leaders politiques. Ça pose problème, puisque qu'au niveau de certaines formations politiques, il peut y arriver que les jeunes essaient de bouger les choses en voulant faire partir ceux qui ont en tout cas fondé ou ceux qui sont toujours à la tête de ces partis politiques. Mais souvent, cela pose problème. Monsieur Kane, je vais commencer par vous. On a Maître Abdoulaye Wade, on a Landing Savané, on a Djibo Leïtika, on a d'autres cas qu'on peut citer. Et même ce matin, on a entendu parler du député Oumar Sarr qui nous dit que Idrissa Seck pourrait ne pas se présenter pour la présidentielle parce que quelque part, on ne l'entend qu'occasionnellement durant toute une année, c'est soit durant les grandes fêtes, la Tabaski ou les autres points. Ce conflit générationnel, on va dire, entre certains leaders ou en tout cas au sein d'un même parti, comment vous l'appréciez? Ben, nous l'apprécions, disons de manière très négative, hein, parce que vous savez très bien que le grand parti, d'une certaine manière, est né des cendres de l'AFP. Je pense que la problématique de la démocratie interne dans les partis politiques se pose depuis très très longtemps. On a des leaders qui personnalisent les choses. Je veux dire que ici, bon, dans les différentes formations politiques, le parti s'identifie à un homme. Et en général, c'est des hommes qui sont là et qui, bon, finalement,
pensent qu'ils sont là pour l'éternité. Bon, en ce qui nous concerne, nous, au niveau du grand parti, nous avons vu un peu le parcours du président Malick Gakou, qui a été le numéro 2 de Moustapha Niasse, qui à un moment donné a décidé que d'ici 4 ans, mais vraiment sur un délai relativement assez long, que ce parti n'aurait pas de candidat à la prochaine élection présidentielle, ce qui était contradictoire par rapport aux objectifs naturels d'un parti politique. Je pense que l'objectif élémentaire d'un parti politique, c'est vraiment d'aspirer à accéder au pouvoir. Et cela s'est passé également avec, malheureusement, nos amis du Parti Socialiste, vous l'avez dit tout à l'heure, avec le PDS, et tout cela est assez regrettable. Vous savez, Aram, moi, ce qui me pose le plus problème, c'est qu'on a des leaders qui peuvent perdre des élections sur 15 ans, sur 20 ans, et qui n'ont pas la culture de démissionner. Moi, quand je regarde ce qui se passe dans les grandes démocraties, en France, aux États-Unis, mais il est inconcevable de voir un leader qui se présente à une élection, qui perd l'élection et qui continue de diriger les gens. On l'a vu avec le Parti Socialiste en France, Jospin qui, au lendemain des élections, quand il a été battu au premier tour, qui a démissionné. On l'a vu avec Sarkozy, etc. Et quand ces personnes-là, à un moment donné, ont fait preuve d'amnésie et ont voulu revenir pour rediriger les militants, les gens leur ont dit non. Ça montre quoi? Ça montre que là-bas, le pouvoir appartient à la base. Et c'est ça qui est déficient dans nos démocraties. Et c'est quelque chose de regrettable, de dommage. Monsieur Sarr. Oui, c'est un débat. Chef de parti, on va dire, de manière générale, les leaders, les ténors qui restent tout le temps à la tête, qui ne veulent pas partir. Est-ce que cette succession-là est envisagée par ces leaders? Bon, ça dépend des partis politiques, Aram, mais je dois dire quand même au passage que le débat que vous posez est un débat extrêmement important. Parce que si au Sénégal nous avons choisi d'être dans une démocratie, nous devons tous contribuer à rendre cette démocratie forte. Et ne pas avoir une démocratie forte si les partis politiques qui concourent au suffrage universel ne sont pas des partis politiques forts. C'est la raison pour laquelle ça fait toujours mal de voir des partis politiques qui se disloquent. Parce que le fait d'affaiblir les partis politiques, ça affaiblit la démocratie. Vous voyez qu'à chaque fois, on a remarqué des frustrations à l'intérieur de certains partis politiques, des militants, des responsables qui sont frustrés pour telle et telle raison, qui, au lieu de se battre à l'intérieur du parti, quittent et créent d'autres partis. Les résultats... Pour rallier le régime en place. Oui, le résultat est là. Nous sommes à plus de 260 partis politiques au Sénégal. Je crois que cette prolifération des partis politiques également montre le manque de démocratie que nous avons à l'intérieur de nos partis. Mais il y a quand même, je crois, il nous faut remarquer deux types de partis. Il y a des partis politiques qui appartiennent à ceux qui les ont créés. Lorsqu'un parti politique appartient au leader qui l'a créé, qui finance le parti, qui en fait une propriété privée, si tu milites dans ce parti politique, c'est tant pis pour toi. Tu as choisi de militer dans un parti politique qui appartient à un individu. Un parti politique où tout appartient à un individu. Si tu choisis de militer dans ce parti politique, c'est tant pis pour toi. Par contre, ça lui est là, c'est un observateur averti de la scène politique. Si nous regardons les choses objectivement, il y a des partis politiques qui n'appartiennent pas à un individu. Ce n'est pas parce que je suis de la Ligue démocratique que je le dis, mais parce que je le vis. D'accord. Je milite dans la Ligue démocratique depuis que j'étais élève en classe de première au lycée Gaston-Brigitte de Kaolack jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que le manque de démocratie qui est décrié ça et là, je ne vis pas ce manque de démocratie dans la LD. Pour exemple, nous sommes au niveau de la Ligue démocratique à notre 7e congrès ordinaire en juillet 2013. Nous sommes avec Mamadou Ndoye à notre 3e secrétaire général. Nous avons changé par 3 fois de secrétaire général. Et à chaque fois, c'est à l'issue d'un vote à bulletin secret. Donc il faut qu'on fasse la différence entre les partis politiques. Je ne suis pas d'accord pour qu'on généralise en disant qu'à l'intérieur de tous les partis politiques au Sénégal, il n'y a pas de démocratie interne. C'est faux. Il y a des partis à l'intérieur desquels il y a une démocratie. Je ne compte pas, mais moi je n'accepte pas que mon parti, je n'accepterai pas que des gens qui ne militent pas dans mon parti, qui n'essaient pas de comprendre comment fonctionne mon parti, puissent mettre la LD dans le lot des autres. Je le dis, je l'affirme, et nous avons des exemples. D'accord. Parce que je crois que si vous voyez ce qui se passe au niveau de notre parti, nous avons un débat. Je prends le cas du référendum et je prends là que je termine. Oui, bien sûr. Nous avons fait le tour du pays. Nous avons interrogé l'ensemble de nos fédérations. Les militants se sont prononcés. Certains pour dire oui, on va voter le référendum, oui. D'autres ont dit non. Nous avons réuni un bureau politique.
Nous avons discuté, il y a eu plus de 80 inscrits, chacun s'est librement exprimé. Nous ne sommes pas contentés de cette liberté d'expression, nous avons organisé un vote à l'issue duquel nous avons délibéré et la majorité du bureau politique de la démocratie a décidé de voter oui. Je peux multiplier les exemples. D'accord. En revanche, et c'est par là que je termine. Merci, M. Sarr. Je termine en un mot, Adam, si vous permettez. Nous avons, ces dernières 40 années, une même génération qui dirige nos partis politiques. Nous avons des leaders relativement jeunes. Mais je crois qu'on ne doit pas mettre toute la responsabilité au niveau de la vieille génération. Nous avons dans certains partis politiques également des jeunes qui sont pressés. Qui sont pressés. Ce n'est pas parce que, on va dire, parce que je ne suis pas entièrement d'accord. En quelques mots, s'il vous plaît, il faut donner aussi le temps aux autres de pouvoir parler. Lorsqu'on va dans une élection et qu'on perd l'élection, pourquoi voulons-nous que toute la responsabilité incombe aux leaders? Merci. Monsieur Ndiaye. Merci. Alors, votre parti est né des cendres du PDS. Est-ce que c'est quelque part ce qui vous a poussé, on va dire? C'est ça, je pense que notre parti constitue un bon cas d'école. Vous avez été pressé, comme dit... Non, je ne le pense pas, je vais revenir à ça. Mais il faut le dire, c'est vrai que dans beaucoup de partis politiques au Sénégal, il n'y a pas de démocratie interne. Mais il faut qu'on fasse la distinction entre les partis de masse et les partis comme l'ALD. L'ALD est un parti de masse. L'ALD n'a jamais dépassé 5-6% maximum. C'est quoi un parti de masse? Et quand il parle d'alternance générationnelle ou bien de respiration démocratique, pendant combien d'années Abdoulaye Bathily a dirigé l'ALD? Pendant combien d'années? Il était le deuxième. Oui, d'accord. Après Abdoulaye Wade a dirigé pendant combien d'années? Abdoulaye Wade a dirigé pendant combien d'années? Au PDS, il n'y a pas de démocratie interne. Tu étais là-bas, non? Pourquoi? Non, je suis d'accord. Au PDS également, il n'y a pas de démocratie. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? S'il vous plaît, monsieur Sarr. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas alors? Qu'est-ce que je faisais là-bas? J'ai choisi de militer au Parti démocratique sénégalais. Dans un parti qui n'est pas démocratique. Parce que c'est un parti démocratique. Mais maintenant, déclarer que c'est un parti démocratique et vivre la démocratie, c'est différent. Ça n'a pas de sens. Si, ça a un sens. Un grand savant disait que la démocratie ne se suffit pas à sa proclamation. On doit la vivre. Tu ne l'as pas vécu. Mais dans les partis politiques, c'est dommage que la démocratie ne se vit pas. Au PDS comme à la LD. Non, c'est faux. Au PDS comme à la LD. Maintenant, nous, au niveau de notre parti, nous avons tiré les enseignements du Parti démocratique sénégalais auquel on appartenait. C'est pourquoi, au sein de notre parti, nous avons créé des instances qui nous permettent de renouveler les mandats de façon démocratique. Dans nos statuts, nous avons créé un organe qu'on appelle la haute autorité, à l'image de ce qui se fait au niveau de la France. C'est une instance indépendante qui organise les élections. Aujourd'hui, c'est Mamadou Diagne Fada qui dirige notre parti, mais il n'est pas le candidat naturel de notre parti. Notre candidat sera choisi à travers des primaires. Ça sera lui. Récemment, peut-être il est majoritaire. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas lui qui finance notre parti. Est-ce que ce n'est pas une façon de maquiller les choses? Dans notre parti, les élèves cotisent, les étudiants, les jeunes, les femmes, les cadres. Les cadres cotisent au prorata de leur salaire. Notre assemblée générale constitutive, tenue le 7 mai à la place du Souvenir, les militants ont contribué à hauteur de 3 millions. Nous n'accepterons plus que les chefs de parti financent les partis. Et je pense que c'est un grand problème par rapport à la démocratie interne. Récemment, nous avons installé le mouvement des étudiants réformateurs. C'est plus de 1200 étudiants qui ont adhéré dans le parti. Nous avons installé le comité directeur, 131 délégués. Nous avons organisé des élections libres et transparentes, surveillées par la presse, relayées à travers la presse, avec des isoloirs et des urnes. De la même façon que nous avons choisi le leader des étudiants, le leader des jeunes, des cadres, du parti, également des femmes sera choisi de cette façon. Nous n'accepterons pas ce que nous avons vécu au PDS se reproduise au sein de notre formation politique. Un observateur, vous avez certainement une lecture de... Vous savez, moi de façon générale, et je crois que je ne risque pas de me tromper, je peux dire que nos partis politiques brillent par l'absence de démocratie interne. Ça quand même c'est la vérité, on ne peut pas le nier. Je comprends des partis comme ceux de M. Gakou et de notre ami Fada, actuellement ne vivent pas ça, parce que ce sont des partis trop jeunes. Mais quand même c'est sûr que demain, avec l'expérience, ils vont vivre ça. Pas petit, c'est différent. D'accord, oui, j'ai dit bien jeune. Mais je reviens pour dire que, un peu sur les causes. Monsieur Sarr, j'avais un frère qui n'est plus de ce monde, paix à son âme, qui était militant de l'ALD. Il m'a beaucoup marqué, beaucoup façonné. En réalité, il m'a formé. Moi qui ne suis rien. Il me parlait souvent de l'école du parti. Oui.
Donc, il fréquentait l'école et il a mené ses idées. Oui. Et moi, je m'abreuvais à sa source, oui. Même si je n'ai jamais été militant. Et je vois que, d'après ce qu'il m'apportait, il paraît qu'il y avait donc au niveau du parti une école qui formait les militants, qui leur inculquait la discipline, le patriotisme et l'africanisme. Mais aujourd'hui, est-ce que tous les partis ont des écoles? Oui. Je crois que ça fait partie des causes de l'absence de démocratie interne. Quand les militants ne sont pas formés, ne sont pas sensibilisés, mais ne s'approprient pas une certaine cause, mais ne peuvent pas devenir de véritables militants. Dès qu'ils sont frustrés, ils claquent la porte. Ça, je crois que c'est une des raisons. Deuxième raison, je crois que quelqu'un l'a dit, mais un parti créé par quelqu'un, mais qui finance, qui paie même des salaires. Il paraît qu'il y a même un chef de parti, je crois, qui avait inscrit même son nom sur les chaises, une façon pour caricaturer. Mais je crois que celui-là, il n'est pas prêt quand même à une alternance. Si vous acceptez de militer à côté de celui-là, mais vous devez la fermer. Mais quand même, il faut aussi dire et regretter encore que parfois aussi, il y a des chefs de parti qui ne sont pas généreux. Je ne vais pas citer des noms. Mais c'est parce que quelque part, des jeunes ont été étouffés. Pourtant, après avoir contribué quand même à faire vivre le parti au terme d'incroyables sacrifices. J'ai été étudiant à l'université, je ne citerai pas de nom, mais j'ai vu des gens, des étudiants dont les études ont été stoppées, ont fait la prison, ont été sacrifiés. Mais du coup, on privilège des transhumants, on privilège des militants de la 25e heure, mais ils sont frustrés, ils s'en font. Moi, je pense que c'est entre autres quelque part des causes qui font que quand même aujourd'hui, dans beaucoup de partis, il n'y a pas de démocratie interne. Pour y remédier, moi je pense qu'il faut retourner à l'école des partis. Il faut retourner à faire comprendre aux gens qu'on ne devient pas un politicien par profession, des politiciens de carrière. Comme quelqu'un l'a dit, des gens qui sont pressés, qui pensent qu'aujourd'hui il faut être politique. Mais Adam, je crois qu'aujourd'hui la meilleure façon aujourd'hui au Sénégal, malheureusement, pour réussir, d'avoir une maison R+, mais c'est d'être un homme politique. Le volet financement. Est-ce qu'un grand parti peut se permettre à arriver à un certain stade de vouloir imposer certaines choses? Parce qu'on peut être un parti qui a duré au fil des années, qui a su s'imposer, qui a peut-être eu à diriger ce pays, arriver à un stade, même si on finance ce parti, est-ce qu'on peut se permettre de se dire on est toujours propriétaire et qu'on a le droit de décider de tout ce qui va se faire? Vous savez, cela pose la lancinante question du financement des partis. Je crois qu'à l'université, lorsque j'étais là-bas, un professeur, je crois qu'il s'appelle El Hadj Mbodj, si je ne m'abuse, avait fait une étude brillante, ensuite reprise, mais jusqu'à présent, je crois qu'on est en train d'améliorer. En tout cas, la question se pose sur le financement des partis. Je crois que si les partis avaient un financement transparent, qui exclut entre guillemets le financement extérieur, parce que là aussi il y a des dérives qu'il faut éviter. Moi je pense que s'il y avait un autofinancement, s'il y avait la transparence là, je crois que les partis ne seraient pas la propriété exclusive d'une seule personne qui serait Bour et Boumi. Mais malheureusement on en est là. Oui, écoutez Arabe, moi je vais un peu rebondir sur les arguments de mon ami M. Sarr de la LD. Je pense que les partis politiques qui ne sont pas très forts ou qui sont devenus faibles, parce que c'est ça la réalité, n'ont pas de problème de démocratie interne. Parce que les gens ne se bousculent pas. C'est-à-dire que quand on crée un parti politique où il n'y a pas une adhésion, ou en tout cas l'adhésion manque, c'est naturel que les gens s'entendent. Mais la vérité, c'est que tous les partis politiques qui sont caractérisés par un certain dynamisme, des partis de masse, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Mansour, connaissent effectivement des problèmes de démocratie interne. C'est ça qui est à la base aujourd'hui de la création de partis comme le grand parti. Et je dois dire, je ne sais pas si M. Sarr fait allusion à notre leader, que nous ne sommes pas pressés. Mais nous ne sommes pas pressés. Je ne sais pas pour Fada, mais dans tous les cas, même Fada, je peux le comprendre. Je veux dire qu'on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de suivre quelqu'un au prix de sacrifices énormes. Moi, je ne suis pas du parti de Fada. J'ai été étudiant avec lui à l'université. Je connais les sacrifices que ce gars a fait. Voilà des gens, je vous parle pas des sacrifices que Malick Gakou a fait à l'AFP. C'est quelqu'un qui s'est investi à 200% du point de vue de ses moyens, de son énergie, de son temps, de tout. Et comme ça, quelqu'un qui est là depuis plus de 60 ans, qui décide que l'avenir des jeunes doit être hypothéqué pour gérer en fait des intérêts qui sont crypto-personnels, sans aucune forme de débat ou aucune forme d'échange démocratique à l'intérieur du parti. Si ça ne s'appelle pas manque de démocratie, je ne sais pas ce que c'est que manque de démocratie. Quand on me dit si un leader perd des élections, est-ce que c'est pas de ça? Oui, non, mais c'est pas de sa faute. Quand James Cameron perd, disons, le référendum sur le Brexit, mais c'est pas de sa faute. Mais je pense que de manière emblématique et de manière responsable, il doit donner un signal fort pour montrer que personne n'est éternel. Et c'est cet esprit-là, cette conception, cette mentalité qui manque à nos leaders. On a des leaders qui sont là. Je suis désolé de parler du Parti socialiste qui n'est pas là. Si vous prenez l'exemple du Parti socialiste, en 1996,
par manque de démocratie interne, le président Diouf avait imposé Ousmane Tanor Dieng. Et c'est ça qui était à l'origine du départ de Djiboka, ensuite du départ de Moustapha Niasse. Et c'est ça qui a même perdu le Parti socialiste aux élections de 2000. Malgré tout, la même personne est restée. Après, en 2007, il perd les élections avec moins de 20%. En 2012, il perd les élections avec moins de 15%. Et il est toujours là. Je pense que de manière responsable, voilà quelqu'un qui aurait dû dire: écoutez, moi j'ai essayé, c'est pas mauvais. Il a essayé, il est de bonne foi, il a la volonté. Mais pour une fois qu'il y a un jeune qui est là, qui va émerger, on lui dit que vous n'émergez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a une légitimité uniquement historique, c'est pas normal. Si on prend le cas de votre parti, est-ce que ce ne sont pas les intérêts personnels qui sont mis en avant? Parce que vous parlez des jeunes, on ne parle pas en termes de groupe, on ne parle pas en termes de population pour dire que nous agissons parce que c'est une demande qui a été faite et tout. C'est un peu au niveau interne qu'on entend certaines choses. Et après, c'est peut-être le leader qui a décidé de se mettre à l'écart, qui est au devant de la scène et qui essaie un peu de tâter le terrain pour essayer d'avoir des voix ou acquérir... Aram, ça, je ne le pense pas. Je pense que l'intérêt, par exemple, de leader, le président Malick Gakou, aurait été de rester à l'AFP et d'être dans l'attelage gouvernemental. Je vous rappelle que c'est le Premier ministre, en tout cas à ma connaissance, qui a eu le courage de démissionner d'un gouvernement. Ça n'a jamais existé au Sénégal. Les gens n'ont pas cette culture-là. C'est quelqu'un qui a démissionné parce qu'il a estimé que, effectivement, il n'était pas... Sous la deuxième alternance, vous voulez dire? Oui, non, mais je veux dire... Oui, bon, en tout cas, moi, bon, peut-être que je suis trop jeune. Mais non, je vais répondre à sa question. Parce que, d'ailleurs, Mansour a expliqué tout à l'heure toute l'organisation démocratique qui existe dans son parti. Nous sommes un parti jeune. Un parti qui est né des cendres de l'AFP, on n'a pas le droit de reproduire les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de structurer notre parti dans tout le territoire national. Et je peux vous assurer que c'est une structuration qui est en train de se faire sur des bases strictement démocratiques. C'est-à-dire que moi, personnellement, je vous donne un exemple. Je suis le commissaire politique, le superviseur du grand parti dans la région de Diourbel. On m'a amené à Diourbel parce que je n'habite pas à Diourbel. Je ne suis pas censé connaître les responsables de Diourbel. Donc, je vais les juger sur la base de leur représentativité. Et ça, c'est des choses qui sont... C'est-à-dire que je crois qu'il faut... Ça pose problème parce qu'à entendre certains co-débatteurs justifier le manque de démocratie interne ou la démocratie interne suivant la taille du parti, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de dire que tel parti X est un petit parti, donc il n'y a pas beaucoup de conflits, parce qu'il n'y a pas peut-être beaucoup de choses à gagner. Ça n'a pas de sens. Je crois que Salou a raison. Même nous, aujourd'hui, nous avons ces difficultés parce que l'école du parti à laquelle tu faisais allusion n'existe plus. Mais vous remarquerez que les militants qui sont politiquement bien formés, politiquement conscients, la plupart d'entre eux, ils ne sont pas là en train de se battre pour des ambitions personnelles. Parce que pour nous, le parti est un collectif. La définition d'un parti politique consiste à dire qu'on crée un parti pour accéder au pouvoir. La conséquence, c'est quoi? Moi, je m'engage dans la politique pour accéder au pouvoir. Alors que pour nous, Ligue démocratique, on crée un parti politique pour participer à la transformation sociale du pays, qu'on soit dans le pouvoir ou à l'opposition. Parce qu'on peut être à l'opposition et participer à la transformation sociale du pays. On peut être de l'opposition et participer aux conquêtes démocratiques. Nous avons donné l'exemple pendant des décennies dans ce pays. Cette école qui n'existe plus, est-ce que vous ne risquez pas de connaître le même sort que les autres? Nous avons pris la responsabilité. Depuis le mois de mars, nous avons confié à un département à l'intérieur du secrétariat permanent de faire revenir le débat, la formation politique à travers l'école du parti. Ensuite, je ne parle pas de leader. Je n'ai pas l'habitude, moi, de parler de personnes. Je parle de principes. Je parle d'idées. Je dis encore une fois de plus, à l'intérieur de nos partis politiques, faisons jouer la carte de la démocratie. Tout à l'heure, nous parlions du cas de la Gambie, qui Yaya Jammeh a été défait par une élection démocratique. Mais est-ce que vous posez la question, si vous prenez le cas du PS, malheureusement, ils ne sont pas là, mais c'est vous qui l'avez cité. Oui. Mais pourquoi vous n'êtes pas au PS? Est-ce que vous connaissez le fonctionnement interne du PS? Est-ce que vous connaissez le fonctionnement interne de la Ligue démocratique? Pourquoi voulez-vous, de même, si moi, responsable de la Ligue démocratique, je quitte le parti, on va dire que c'est marque de démocratie? Ce qui s'est passé au PS,
Est-ce qu'au fond, c'est un manque de démocratie? Oui, notoire. Je pose la question, je ne sais pas, je ne suis pas militant du Parti Socialiste. J'ai entendu des responsables du Parti Socialiste dire nous avons tant de coordination. Nous avons tant de coordination et toutes ces coordinations ont donné au dépouillement ce résultat. Moi, n'étant pas militant du Parti Socialiste, ne connaissant pas le fonctionnement intérieur du Parti Socialiste, je suspends mon jugement parce que je ne peux pas faire des commentaires. Si le chef de file se dit qu'il se range du côté du pouvoir et que les autres doivent... C'est à ça que je voulais venir. C'est à ça que je voulais venir. C'est à ça que je voulais venir. Pourquoi voulez-vous que ces leaders-là disent que le parti se range sur ce côté-là et vous dites que ce n'est pas le parti, c'est le leader? Pourquoi vous ne pensez pas, Aram, que c'est la majorité de ce parti qui a décidé ça? La majorité, c'est qui? Mais c'est les militants. Ouais, non, la majorité, c'est les militants. S'il y a des voix discordantes, on ne doit pas les prendre en compte? Si, on doit les prendre en compte. Mais si nous sommes en démocratie, qu'est-ce qu'on doit prendre plus en compte? Est-ce que c'est les voix discordantes ou est-ce que c'est la majorité? Les voix discordantes disent que ça ne s'est pas fait dans les instances. Je termine. Le cas de la Gambie, mais il y a eu des voix discordantes, mais beaucoup de Gambiens ont voté pour Yahya Jammeh. Pourtant, il n'a pas gagné. Les voix discordantes, si elles ne sont pas majoritaires, quelle doit être la position du parti? Est-ce que la position du parti ne doit pas être la majorité? Mais c'est là que je voudrais intervenir pour dire que dans certains partis politiques, et je crois que mon ami ne va pas me démentir, les voix discordantes sont gérées à travers des courants. Mais malheureusement, aujourd'hui, prenez n'importe quel parti. D'ailleurs, ils ont même dit qu'il y a des partis dont les statuts disent clairement nous n'acceptons pas de courant. Ah oui, c'est un manque. Ah oui, vous dites oui. De démocratie. Pourquoi vous n'acceptez pas de courant? Des réformateurs qui sont dans le PDS depuis des années, je n'en fais pas partie, donc pendant des années, qui disent que nous voulons quand même que le parti soit remobilisé, que le PDS retrouve son lustre d'antan. Nous ne sommes pas d'accord avec la façon, mais nous restons à l'intérieur, nous pensons ainsi. On devait quand même les laisser les encadrer. Mais on les pousse à la sortie. Vous jugez, je pense quand même, les partis politiques sénégalais ne sont pas des créations ex nihilo. Nous sommes dans un contexte bien précis. Faisons attention. Des courants peuvent exister au Parti socialiste français. Ça pose moins de problèmes. Mais posons-nous la question, est-ce que nous avons atteint une culture démocratique au Sénégal qui permet d'avoir des courants? On doit attendre vers ça. Mais est-ce qu'on est arrivé à ça? Effectivement, non, pour le moment, non. Voilà. Mais on devrait, moi je pense que... Mansour, excuse-moi. Il faut éviter de copier les choses. Je vais juste dire deux mots, M. Sarr. Il n'y a pas une démocratie pour les Européens et une démocratie pour les Africains. Il faut que ce soit clair. La démocratie, c'est un concept qui est universel. Je pense de concept, la réalité tient compte du contexte. Oui, non, mais dans tous les cas, c'est justement cette réalité-là qu'il faut changer. Parce que les Sénégalais, les Gambiens ont voté par des billes là. Oui. Ça dépend du contexte. Oui, non, mais autrement, si on parle de contexte, on aurait pu dire qu'on n'intervient pas en Gambie, parce qu'il y a Jammeh, etc. Non. Mais ça se passe aux États-Unis. C'est pas la même chose aux États-Unis. Oui, déjà, Trump a perdu, a gagné les élections, alors que l'autre a 2 millions de voix de plus. Hillary Clinton. Ça dépend du contexte. Et pourtant, c'est une démocratie. Non, c'est une démocratie qui a des failles, qui a des anomalies, qui ont été mises à nu parce que c'est un problème qui ne s'est jamais posé. En 2000, entre Al Gore et Bush. Non, mais on s'entend plus là. Il y a quand même 2 millions de voix de différence entre comment ça s'appelle encore, Clinton et Clinton. Bon, ça c'est énorme. Ça montre quoi? Ça montre que, de toute façon, la démocratie... Nous parlons à des Sénégalais. En 2000, c'était ça. Entre Al Gore et Bush, c'était 2 millions de voix. Mais la différence n'était pas aussi... Si, c'était 2 millions de voix. Je ne pense pas. Non, c'est pas grave. Monsieur Ndiaye. Ça, c'est l'histoire. Moi, je voudrais dire quand même, je ne pense pas qu'il y ait de démocratie. La démocratie, c'est un système politique dans lequel les citoyens et citoyennes participent activement dans les affaires publiques. Le gouvernement élu librement conduit les affaires sociales, mais dans le respect des lois et de la Constitution. C'est ça la démocratie. Appliquée aux partis politiques ou dans les États, la démocratie voudrait quand même que les prises de décision respectent les textes. C'est ça. Mais le problème qui se pose, c'est que dans nos partis, les partis traditionnels là, les textes sont très bien écrits. Moussa, c'est ce dont je parle. Les textes sont très bien écrits, mais c'est l'application qui pose problème. Chez vous, oui. Mais pas chez nous. Ne répondez pas. Par exemple, prenons le cas du Parti démocratique sénégalais auquel j'appartenais et que je connais mieux, où on parle de renouvellement au niveau de l'article 15 de nos statuts, où à la veille de chaque législature, nous devons aller en congrès. Ça n'a pas été respecté. On demande à ce que les statuts soient respectés, à ce qu'on renouvelle le parti.
à ce qu'on revoie le programme fondamental, à ce que la dévolution des responsabilités se fasse de façon démocratique, sur la base de la représentativité, on nous exclut. Vous voulez dire que ça c'est la démocratie interne? La démocratie interne requiert la tolérance des idées différentes, l'acceptation du débat contradictoire. Même la minorité doit être respectée. C'est ça la démocratie. On ne peut pas parler de démocratie quand les membres d'un parti ou d'une association ne peuvent pas donner leur point de vue. Quand tu n'es pas d'accord avec le chef, tu es à abattre. C'est ça le problème dans notre parti. C'est moi-même le problème des finances, mais c'est l'application des textes. C'est très bien écrit, mais ce n'est pas appliqué. C'est nous ce que nous voulons éviter au niveau de Yessal. Est-ce que vous avez pris le temps d'en discuter? Parce qu'il a souligné quelque chose aussi qui est assez important. Dans un parti, on devrait être en mesure de pouvoir discuter à l'interne et essayer de trouver une formule pour qu'on s'entende. Mais c'est ce que je vous dis ici, les comités directeurs, les comités centrales sont convoqués. Mais avant que la réunion se tienne, les décisions sont arrêtées. Il y a une petite réunion qui se tient à l'avance, les décisions sont arrêtées. Quand on vient maintenant, les militants sont là et les responsables. Mais quand on veut ouvrir le débat, les gens lèvent la séance. C'est ce qui se passe dans plusieurs partis. Mais nous, par exemple, au niveau de notre parti, quand le président Macky Sall a appelé au dialogue, et récemment, quand il a voulu recevoir le Front Manko Wat au Sénégal, je ne sais pas la position personnelle du président Mody Diagne Fada, mais quand le débat s'est posé au comité directeur, les gens se sont prononcés. Nous avons débattu pendant des heures. Et c'est le comité directeur qui a décidé souverainement de ne pas participer à l'audience. C'est pourquoi nous n'avons pas participé à l'audience. La démocratie interne, nous la vivons au niveau de notre parti, les démocrates. Le seul problème que j'ai avec les frondeurs est le suivant. Nous ne sommes pas des frondeurs. Nous sommes des réformateurs. Une question que je pose à Yessal. C'est-à-dire, autant que Abdoulaye Wade et le PDS étaient au pouvoir, ils auraient eu leurs différences. Non. Non, attends, je ne suis pas d'accord. Les différences sont... Vous étiez là en 2005? Est-ce que vous étiez là en 2005? Quand on accusait Mody Diagne Fada d'être proche de Idrissa Seck et qu'on l'a exclu du gouvernement, il avait pris son destin à main et avait créé la coalition politique Warwi. C'est pas aujourd'hui qu'il a eu cette posture. Si le PDS n'avait pas perdu le pouvoir, je suis convaincu que, au nom de Prébande qu'il serait en train de gérer, excusez-moi du terme, mais il se serait débrouillé pour rester. C'est parce qu'aujourd'hui, quand même, que le PDS a perdu le pouvoir que beaucoup sont partis. Mody Diagne Fada les partis au pouvoir, les gens font tout quand même pour s'arranger. Mais dès que c'est le désert, il connaît bien l'opposition. Mody Diagne Fada n'est pas de ces hommes politiques. Il est connu pour ses principes et ses valeurs. Non, je le connais, c'est un homme de valeurs. C'est un homme de valeurs. Bathily n'a pas de principe. Il a dit tout à l'heure... En 2005, Wade avait les arrêtés et les décrets. Monsieur, je dis qu'il a dit une chose que j'accepte. Il avait pris son destin. Comment il s'appelle, Gakou, Bathily, ce sont des hommes de valeur. Ça, tout le monde le reconnaît. Ce sont des patriotes, des gens qui ont impulsé la démocratie et qui ont tout fait pour que le Sénégal quand même, en arrive là où il est. Mais quand même, il faut reconnaître quand même que certains aujourd'hui, qui s'appellent entre guillemets frondeurs, le font parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Mais s'ils étaient encore au Mali, ils l'auraient fait. On est arrivé presque à terme de l'heure qui nous était important. Déjà, moi, je ne parle pas de parti politique. Mais tout à l'heure, vous avez cité mon parti. Si je citais le vôtre, mais vous avez été au PDS pendant qu'Abdoulaye Wade en fait, crée des problèmes à ses seconds, Faran Ndiaye, quand il y a eu le problème avec Serigne Diop. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le fait que dans le PDS, le fait qu'il n'y ait pas de démocratie, ça n'a vraiment pas commencé aujourd'hui. Est-ce que vous maîtrisez ce que vous dites? Oui. Est-ce que vous maîtrisez ce que vous dites? Je n'ai pas milité au PDS, mais nous étions très proches du PDS. Je crois que l'histoire politique de ce pays-là, on ne peut pas. On a fait tellement de coalitions LD-PDS pour faire avancer les choses. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui avec Abdoulaye Wade. Nous étions plus proches du PDS qu'eux. Parce que la plupart sont arrivés au PDS quand Wade a pris le pouvoir en 2000. D'autres ont quitté Wade parce que Wade a perdu le pouvoir. Nous avons été constants. Ce n'est pas le cas de Mody Diagne Fada. La démocratie, un mot sur la démocratie. Si vous le prenez comme concept, il est universel. Mais la démocratie, il faut l'adapter au contexte. Vous prenez le cas des États-Unis. Mais les États-Unis, tout le monde dit que les États-Unis, c'est un pays de démocratie. Merci, monsieur. Mais si vous prenez le cas des élections, je le répète encore une fois de plus, Hillary Clinton a perdu les élections en ayant plus de 2 millions de voix de plus. C'est le système, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est un système politique. La démocratie, aucune démocratie n'est parfaite. La démocratie qui a été même créée par les Athéniens, et même jusqu'en 1789 en France,
on a vu que la démocratie de tout temps... Ce qui est important, c'est que les gens soient d'accord sur ça. S'il vous plaît, il faut qu'on s'entende. Le temps est terminé, il faut au moins qu'on fasse un dernier tour de table et que vous me dites qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter d'assister à cette floraison de partis qui vont continuer à pousser si on continue à l'interne de ne pas s'entendre et que peut-être, comme l'a souligné M. Somb, vous en êtes au début. Peut-être que d'ici quelques années, il y aura des voix qui vont s'élever pour peut-être protester contre la politique de gestion ou, de M. Fada ou de Malick Gakou. Ouais, que faut-il faire aujourd'hui pour ne plus en arriver à ce stade? Est-ce qu'il ne faudrait pas adopter peut-être bien l'école de la LD, comme ça a été l'exemple cité tout à l'heure, l'école du parti, pour qu'on apprenne des fondamentaux, des principes et autres qu'il faudrait développer au sein d'un parti pour que les gens qui vont arriver puissent s'imprégner de cette politique? Ben écoutez, nous, en ce qui nous concerne, le grand parti, n'oubliez pas que ce parti a été créé il y a juste 2 ans. Donc nous sommes un jeune parti, comme l'a dit tout à l'heure Saliou. Et nous sommes en train de mettre sur place des mécanismes qui permettent de rétrocontrôler les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois mal d'ici 10 ans ou d'ici 15 ans, Malick Gakou adopter un comportement qui soit similaire à celui que son ancien mentor a eu. Et je pense qu'on lui a reproché pendant longtemps... on lui a reproché pendant un certain temps de ne pas se déclarer comme candidat à la prochaine présidentielle et tout. Et en bureau politique, il nous a expliqué que mais tant que les instances du parti ne se réunissent pas et décident du candidat, après je suis un militant comme tout le monde. Et cela fait qu'aujourd'hui, des gens comme moi, parce que bon, je peux vous dire que moi je ne suis pas Gakou comme ça à l'aveuglette, c'est quelqu'un qui est porteur d'un certain nombre de valeurs, comme l'a dit tout à l'heure Saliou, et si un jour ben, il dérive ou il dévie de cette direction, de sa trajectoire, on va le remettre sur les rails, bien entendu. Oui. Bon, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela ne se reproduise pas dans les autres partis? Au sein de votre parti, LDR-ISA. C'est tout simplement d'avoir des textes, des statuts et règlements intérieurs élaborés sur la base de la démocratie. Vous savez ce qui compromet la démocratie interne au niveau des partis, c'est quoi? C'est des militants marginalisés qui n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ne sont pas avec le chef. C'est des directions isolées. Un groupe avec des barons qui conduit le parti en fonction de leurs intérêts personnels. D'accord. C'est un manque de tolérance. Si ces choses-là sont évitées, une démocratie interne peut bel et bien exister dans nos partis politiques. Et nous, au niveau de LDR-ISL, nous l'avons très bien compris, pour l'avoir vécu comme victime. Et aujourd'hui, nous sommes en train de changer les choses. Nous sommes en train de réformer la façon de faire la politique à l'intérieur de notre parti. Nous voulons la réformer à travers le Sénégal dans l'opposition et réformer la façon de gouverner une fois qu'on aura conquérir le pouvoir. Monsieur Somb. Oui, j'ai envie de taquiner mon ami de... Non, il ne faut pas le taquiner, sinon il va soulever encore... Rapidement, comme je l'ai fait avec nos amis de Yessal, Malick Gakou, les gens lui reprochent un peu ses calculs. On lui dit qu'en réalité, il a offert la mairie de Guédiawaye sur un plateau d'argent à Gakou. Il n'a pas le plus courage de ses idées. Le même reproche est valable pour Khalifa Sall qui tarde à se déterminer. Mais bref, pour revenir... Mais pendant c'est déterminé. Non, c'est fini. Non, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Monsieur Sarr. Oui, je termine. C'est moi qui termine. La meilleure façon de régler cette question de prolifération des partis, c'est d'appliquer la loi et de fixer, par exemple, de nouvelles règles, excusez-moi, qui disent un parti politique qui ne participe pas à des élections n'a pas le droit de citer. Un parti politique qui participe à une élection et qui n'arrive pas à 2%, 3%, 5% n'a pas le droit de citer. Je crois que si ces règles sont appliquées, tout le monde quand même va s'arranger. Nous, on est d'accord sur ça. On est d'accord sur ça, mais vous remarquerez, Aram, que la prolifération des partis politiques, la cause essentielle, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nos partis. Mais on peut également remarquer que la plupart des causes de dislocation des partis ne sont pas liées à des débats de doctrine. Malheureusement, ce n'est pas lié à des débats de doctrine, ce n'est pas lié à des débats idéologiques, mais c'est des ambitions personnelles. La plupart de ces jeunes leaders qui ont créé des partis, vous ne les entendrez jamais parler d'idéologie ou de doctrine,
mais d'ambition personnelle. Il faut donc qu'on revienne. Il faut donc qu'on revienne. Il faut qu'on revienne. Il faut qu'on revienne. Il faut qu'on revienne. Nous sommes battus au sein du PDS, a été clair. Non, monsieur Ndiaye, vous avez épuisé votre temps. Il faut terminer ou sinon... Nous avons demandé une nouvelle offre politique. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la politique. On ne fait pas de la politique pour s'enrichir, on fait la politique pour la transformation sociale. Il faut qu'on revienne à ça. Merci. Je rappelle que vous le dites pour les militants de la LD. C'est fini. Ça que nous faisons. On a épuisé notre temps. Monsieur Sarr, qui est le porte-parole de la LD, merci à vous. Merci également à monsieur Serigne Saliou Samb, qui est journaliste et politologue. Nous avions avec nous également Bamba Kane du Grand Parti et enfin monsieur Ndiaye de LDR ISL, Mansour Ndiaye. Merci de nous avoir suivis. C'était le débat de la rédaction. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Merci beaucoup.